Salut tout le monde, on va faire le cours sur la base de la croissance de l'appareil musculo-squelettique. Donc c'est un cours du module kiné de SP11. Donc il va avoir trois cours. On va faire trois vidéos différentes sur ces trois cours. Donc la croissance correspond à tous les événements conduisant un individu de la vie fétale au stade mature. Donc bon, là on va voir que la croissance va être régulée par plusieurs mécanismes. Le mécanisme génétique, donc c'est logique, c'est selon le groupe ethnie, à la famille qu'on appartient. Notre croissance va être modifiée par rapport à ça. Pareil, endocrinien, c'est par rapport aux hormones, donc en manque d'hormones par exemple. Socio-économique, là on nous donne l'exemple des Asiatiques qui vont migrer en Californie, qui vont voir leur taille augmenter au bout de plusieurs générations sans modification du régime alimentaire. Et enfin, le mécanisme mécanique, qui est super important, qui va être sur les contraintes mécaniques appliquées au squelette. C'est par exemple, si un enfant, on lui donne tous les jours un sac à dos beaucoup trop lourd, sa croissance va être modifiée. Mais à l'inverse, si un enfant ne marche pas, il n'a pas des contraintes mécaniques au quotidien sur lui, sa croissance va aussi être modifiée. Donc en fait, les contraintes mécaniques sont importantes, mais en excès, elles peuvent être pathologiques. Donc la croissance peut être perturbée donc soit sur un point précis du squelette, soit sur un segment du membre, soit sur un hémicorps, soit sur l'ensemble du squelette. Par exemple, le nanisme ou le gigantisme. Donc les conséquences à cela, ça va être des troubles de la croissance qui vont être d'origine pathologique rattachés à l'orthopédie pédiatrique. Donc là, on va nous parler de l'épiphyse. Donc l'épiphyse est une structure anatomique pluritissulaire. Donc pluritissulaire parce qu'on va avoir à la fois du cartilage articulaire, du cartilage de croissance et des points d'ossification. Donc faire attention parce que le cartilage articulaire et de croissance c'est complètement différent, on verra plus tard. Situé à chacun des extrémités d'un os long. Donc par exemple au niveau du fémur ou de l'humérus. C'est que au niveau des os longs, ça c'est super important aussi. Donc chaque os présente donc à son extrémité une épiphyse ostéocartilagineuse sur laquelle se trouve un cartilage de croissance très vascularisé et constitue une frontière entre l'épiphyse et la métaphyse. Donc là, on le voit bien sur ce schéma. Donc là, on va avoir l'épiphyse avec le cartilage articulaire dedans. On va avoir le cartilage de croissance et après, on va avoir la métaphyse. Donc en fait, le cartilage de croissance, il va permettre de séparer l'épiphyse et la métaphyse. Donc le cartilage de croissance n'existe que chez l'enfant et l'adolescent. C'est normal parce que après l'adolescence, il n'y a plus de cartilage de croissance parce qu'on a fini de grandir. Donc à la fin de la croissance, donc c'est 15 ans chez les filles et 17 ans chez les garçons. Ça c'est important parce que ça tombe beaucoup en QCM, ils inversent. Le cartilage de croissance s'ossifie et disparaît. Donc c'est pour ça qu'en fait il est présent uniquement chez l'enfant et l'adolescent parce que chez l'âge adulte, il n'y a plus de cartilage de croissance. Mais par contre, faire attention parce qu'il y a toujours du cartilage articulaire. Donc le cartilage de croissance s'arrête après l'adolescence, donc après 17 ans chez les garçons et 15 ans chez les filles, mais le cartilage articulaire est toujours présent. Donc l'épiphyse va assurer la croissance en longueur de l'os diaphysaire, donc juste ici, l'os diaphysaire il est juste là, donc la croissance en longueur, donc dans ce sens-là, on va le voir juste ici, croissance en longueur. Il va aussi assurer la croissance volumique et le développement des extrémités osseuses. Donc l'extrémité osseuse, c'est l'épiphyse. Donc l'épiphyse va permettre la croissance volumique donc, de lui-même. À l'intérieur de chaque épiphyse se trouve un centre d'ossification, on le voit sur le schéma. Donc la proportion os-cartilage va se modifier au cours de la croissance. Il y aura beaucoup moins de cartilage et de plus en plus d'os. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Après l'adolescence, il n'y aura plus de cartilage de croissance, mais ça va être uniquement de l'os, car le cartilage de croissance va s'ossifier. Donc l'étude du ratio centre d'ossification et cartilage épiphysaire permet de déterminer l'âge osseux du patient. Donc si on voit que le patient n'a plus de cartilage de croissance, ou physe, c'est exactement pareil, on pourra déterminer donc que le patient ne va plus grandir, par exemple. Donc, chez le nouveau-né, l'épiphyse est exclusivement cartilagineuse. Les noyaux d'ossification sont absents à la naissance. Donc, on distingue deux âges. Donc, l'âge d'état civil à partir de la naissance. Donc, lorsqu'un bébé naît un an plus tard, il a 1 an. Mais au niveau de l'âge osseux, on ne va pas calculer de la même manière. L'âge osseux est différent, souvent décalé par rapport à l'âge civil. Donc, parfois à la puberté,
les sujets ont la même état civil. Bref, bon, ce qui est important de comprendre, c'est vraiment qu'il y a deux âges osseux différents. Chaque noyau d'ossification possède son propre cartilage de croissance et sa cinétique génétiquement déterminée. C'est-à-dire, sa vitesse de croissance est génétiquement déterminée. Donc là, par exemple, on va voir que le noyau d'ossification du fémur distal, c'est-à-dire à la partie distale du fémur, donc la partie la plus basse du fémur, est présente dès les premiers jours de vie, alors que les noyaux d'ossification, donc c'est ça un noyau d'ossification, alors que les noyaux d'ossification de l'épicondyle médial du coude apparaît à 6 ans. Donc ça c'est super important aussi, ça tombe beaucoup. L'épicondyle médial du coude, c'est au niveau de la partie distale médiale de l'humérus. Elle apparaît à 6 ans, alors que le noyau d'ossification du fémur, la partie distale, dès les premiers jours de la vie. Donc la croissance osseuse se fait à 3 niveaux. Donc on voit que là, elle se fait donc en longueur, en épaisseur. Donc en longueur, on l'a vu tout à l'heure, c'est grâce au cartilage de croissance. Donc au phys, c'est pareil. En épaisseur, se fait grâce au périoste. Donc le périoste, c'est ce qu'on a vu dans le schéma juste au-dessus. Donc c'est ça en fait. C'est le petit bandelette en rouge. C'est sur les côtés de l'os qui va permettre sa croissance du coup en épaisseur. Et ensuite, croissance particulière de l'épiphyse, donc assurée par le noyau d'ossification qui a son propre cartilage de croissance. Okay. Donc là, on va parler de l'histologie du cartilage de croissance. Donc ça, c'est à comprendre, enfin pas trop à comprendre justement, c'est un peu du par cœur, il faut bien visualiser. Donc je vous laisse le lire et au moment on va... Ok, on va faire la suite. Donc juste, si vous voulez, on fait le périoste. Donc pour le périoste, donc chez l'enfant, elle est essentielle pour la croissance en épaisseur. Donc c'est ce qu'on a vu en fait tout à l'heure. Donc encore une fois, le périoste c'est ça. Donc c'est ce qu'on a dit juste là. Ça permet la croissance en épaisseur, mais le périoste a aussi une autre fonction. Il est la base de la consolidation des fractures. Donc en fait, dès qu'on se fracture un os, il va y avoir l'apparition d'un cal osseux fracturaire. Il est synthétisé grâce à des ostéoblastes. Donc dans un premier temps, on va avoir une continuité osseuse, donc formation d'un manchot qui se développe, qui enveloppe les portions fracturées. Donc en fait, on le voit juste là. Là, il va y avoir une fracture. Donc dans un premier temps, on va avoir, là, je ne sais pas si vous voyez bien, là on a la fracture, et autour, on va avoir un manchot osseux qui va envelopper cette portion, du coup, la portion fracturée. Et ensuite, dans un second temps, donc il assure le remodelage du cal osseux. Donc en fait, l'os va revenir à sa forme initiale et notamment va remettre les valeurs angulaires normales de l'os. Et cette capacité de remodelage osseux est typique chez l'enfant. L'activité du périoste est donc plus ou moins intense selon l'âge. Donc en fait, là on nous dit par exemple que il faut 15 jours au fémur pour se réparer chez un enfant, alors qu'il faut 2 mois chez un adulte. Donc la cinétique de la croissance, donc là on va nous parler de la vitesse de la croissance au cours de la vie de l'homme. Donc la croissance n'est pas linéaire et passe par des pics d'accélération. La croissance est permanente mais sa vitesse n'est pas linéaire. Donc en fait on nous dit la même chose, mais on va voir que selon la période de la vie, la vitesse va être plus ou moins rapide. Donc on distingue 4 périodes. Donc la période anténatale de 0 à 5 ans, de 5 à 10 ans et après 10 ans. Donc dans la période anténatale, c'est-à-dire du stade de l'embryon jusqu'à la naissance, donc anténatale avant la naissance. Ensuite de 5 à 10 ans, donc on constate que la croissance est rapide mais avec la vitesse déclinante. De 5 à 10 ans après, la croissance est linéaire et douce. Et c'est-à-dire qu'en fait la vitesse elle ne varie pas, elle est constante. Et ensuite, après 10 ans, donc ça va être un pic de puberté à 13 ans chez les filles, 13 ans âge osseux. Attention parce que c'est pas pareil, on les a vus tout à l'heure, les différences, c'est là. L'âge osseux et l'âge d'état civil, donc c'est pas la même chose. Là, on nous parle vraiment de 13 ans d'âge osseux pour, c'est là, pour le pic de puberté et 15 ans chez les garçons. Donc à ce moment-là, donc juste après 10 ans, la croissance va s'accélérer brutalement. Et ensuite, elle va passer par un bref palier suivi d'une chute et d'un arrêt à 15-16 ans chez les filles et un peu plus, donc 17-18 chez les garçons. Donc là, on a vu les 4 périodes et là, en fait, on va les détailler. Donc la croissance anténatale, donc, elle est exponentielle jusqu'à la naissance. Donc on le voit sur ce graphique, elle va être exponentielle.
Ensuite, les longueurs respectives des différents segments de membres sont bien connues à chaque stade de la grossesse. Donc la brièveté anormale de la symétrie et la morphologie inhabituelle peuvent être observées, donc soit en échographie, ou en IRM, ou en scanner. Donc ça, c'est vraiment avant la naissance, donc quand l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. Et grâce à cela, on pourra poser des diagnostics de malformation, ou alors des retards de croissance. Ensuite, la deuxième période, donc de 0 à 5 ans, donc c'est une croissance rapide mais qui va être déclinante. Donc en fait, on va voir que pendant ces 5 ans, la taille va doubler. Donc l'enfant va passer de 54 cm à 108 cm. Donc les valeurs dans ce cours sont très importantes parce qu'elles tombent. C'est une période de très grande croissance. Cependant, on observe une diminution progressive de la vitesse de croissance. Donc en fait, c'est ce qu'on nous a dit là. Entre 0 à 5 ans, ça va être une croissance rapide, mais ensuite ça va être déclinante. C'est-à-dire qu'entre 0 et 1 an, donc durant la première année, l'enfant va prendre 25 cm. Donc il va prendre 54 plus 25 cm, alors que entre la troisième et quatrième année, il va prendre seulement 7 cm. Donc la vitesse de croissance se stabilise à partir de l'âge de 5 ans. Donc on a fini cette période-là, on arrive à l'âge de 5 ans, donc entre 5 et 10 ans, croissance linéaire et douce, donc c'est-à-dire constante. L'enfant prend environ 6 cm par an. Et pendant cette période-là, ça va être essentiellement une croissance au niveau des membres qui va se faire. Donc 2 tiers pour les membres et 1 tiers pour le tronc. Donc en fait, grâce à ce schéma, on peut voir là, l'enfant a 5 ans, là il a 10 ans. On peut voir que c'est essentiellement ses membres qui vont se développer, son tronc un peu moins. Ensuite, la croissance après 10 ans. Donc là, ça va être lorsqu'il va avoir le pic de puberté. Donc la vitesse de croissance s'accélère brutalement. La reprise d'une croissance rapide est importante. Après 10 ans, il reste en moyenne 35 cm à acquérir pour atteindre l'âge adulte. Donc en fait, on fait l'âge d'un enfant de 10 ans plus 35. Et normalement, ce sera sa taille adulte. Donc ce début de puberté est marqué donc, par des signes hormonaux, notamment la pilosité pubienne. Comme on l'a vu tout à l'heure, donc c'est à 11 ans chez les filles à l'âge osseux et 13 ans chez les garçons, ce pic de puberté. Et la croissance concerne essentiellement le tronc. Donc 2 tiers pour le tronc et 1 tiers pour les membres. C'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. Entre 5 à 10 ans, c'est essentiellement les membres, donc 2 tiers pour les membres. Et après 10 ans, c'est pour le tronc. Donc là, on le voit bien. Là, l'enfant a 10 ans, là, bon, il est adulte. Et là, on peut voir qu'en fait, c'est essentiellement le tronc qui va grandir. Et un peu moins les membres. Donc la croissance s'arrête ensuite progressivement, donc à 15 ans et 17 ans chez les garçons. 15 ans chez les filles et 17 chez les garçons. Donc variabilité en fonction de l'événement considéré. Donc en fait, on a bien compris donc, que la croissance n'était pas, n'était pas homogène. Donc la croissance se fait avec des changements de proportion des différentes parties du corps. Mais en fait, là, on va voir que la partie la plus flagrante du corps, donc qui ne va pas grandir de façon homogène, ça va être le segment céphalique. Donc en fait, au niveau de la tête. Donc là, on le voit très bien. Là, c'est un enfant, là, ça va être un adulte. Là, on va voir que chez le nouveau-né, la tête est très volumineuse, elle représente 25% du corps. Donc on le voit bien. Alors qu'après, chez l'adulte, la tête, elle est beaucoup moins volumineuse par rapport au corps. Elle représente seulement 15%. Donc elle est 3 fois plus petite que le tronc. Alors que chez le nouveau-né, on dit qu'elle est quasiment à peu près à la même taille que le tronc. Donc c'est grâce au processus de croissance qu'on établit les différents rapports entre les segments squelettiques.